Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Le petit déjeuner le plus dangereux de ma vie. J'ai passé toute la nuit à préparer des crêpes alors que ma lèvre saignait encore, et je vous jure que je n'ai jamais connu un silence aussi lourd que celui qui emplissait ma cuisine ce matin-là. Chaque geste que je faisais, casser un œuf, tourner la pâte, poser une assiette, me semblait étranger, comme si mes mains ne m'appartenaient plus. Elles tremblaient légèrement, pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, mais suffisamment pour me rappeler ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. La lampe suspendue au-dessus du plan de travail éclairait ma joue encore gonflée. Dans la vitre du four, je voyais mon propre reflet déformé. Un œil rougi, un bleu qui commençait à virer au violet, et cette expression que je ne m'étais pas vue depuis des années. Un mélange de fatigue, de honte et de quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de la détermination. Je m'appelle Hélène Durand, j'ai 69 ans, et ce matin d'octobre, tandis que la pluie fine frappait encore les carreaux comme pour me rappeler que la nuit n'était pas tout à fait terminée, je préparais un petit déjeuner qui n'avait rien d'ordinaire. Un petit déjeuner qui allait changer le cours de ma vie. Sur la table, j'avais étalé la nappe en lin brodé que je n'utilisais que pour les grandes occasions. Noël, l'anniversaire de Marc enfant, ou les rares fois où feu mon mari nous invitait à un repas de famille. Je l'ai soigneusement lissé du plat de la main, m'assurant qu'aucun pli ne vienne troubler la scène. À côté, j'ai posé les assiettes en porcelaine blanche au motif bleu, celles que j'avais reçues le jour de mon mariage, et les tasses que j'avais rapportées de Limoges il y a plus de 40 ans. Entre deux allers-retours dans la cuisine, un petit voyant lumineux s'est allumé sur mon vieux téléphone posé sur le buffet. Un message. Je me suis approchée, essuyant ma main sur mon tablier avant d'allumer l'écran. 8 heures pile, on sera là, élevé. Le cœur m'a serré. Pas de peur, pas cette fois. Plutôt comme si je franchissais une frontière invisible, celle que je n'avais jamais osé traverser auparavant. Sous la nappe, j'avais glissé un épais dossier dans une enveloppe brune. À l'intérieur, soigneusement rangées dans des pochettes plastifiées, se trouvaient des photos prises à différentes périodes, des certificats médicaux et même un extrait de plainte datant d'un soir où Marc avait perdu le contrôle dans un bar. Tous ces morceaux de vérité que j'avais gardés pour moi pendant trop longtemps. Une voiture est passée dans la rue, ses pneus faisant crisser l'eau sur les pavés encore mouillés. Le bruit m'a fait lever la tête. Ce n'était qu'une patrouille qui effectuait sa ronde habituelle, mais à cet instant précis, j'y ai vu un signe, comme si Amboise elle-même retenait son souffle. Je suis retournée vers la poêle, j'ai versé une louche de pâte. Le crépitement familier aurait dû m'apaiser. Mais rien ne parvenait à calmer le bourdonnement qui résonnait encore dans mon oreille gauche, celui qui avait commencé quand Marc, mon propre fils, m'avait poussé contre l'armoire en bois avant de lever la main sur moi. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai même pas répondu. Je suis simplement restée debout, respirant lentement, jusqu'à ce qu'il monte l'escalier en titubant pour aller s'effondrer sur son lit. Maintenant, il dormait juste au-dessus de ma tête. Chaque craquement du plafond me rappelait sa présence, lourde, imprévisible, dangereuse. La 6e marche de l'escalier grinçait toujours, et je savais que quand je l'entendrais ce matin-là, il serait trop tard pour faire marche arrière. J'ai aligné les pots de confiture, la brioche fraîche et le café que Marc aimait tant. Tout était parfait, calculé, intentionnel. Ce n'était pas un repas, c'était un décor, la scène d'un théâtre où chaque objet avait une place précise, une raison d'être. Quand l'horloge du salon a sonné 7 heures, le son a traversé toute la maison. J'ai levé la tête vers le plafond, vers la chambre où Marc dormait encore, et pour la première fois depuis longtemps, ce n'est pas la peur qui m'a envahi. C'était autre chose, un calme froid, une certitude. Je me suis entendu murmurer. « Encore 1 heure, Marc. Après, ce ne sera plus moi qui aura peur. » Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Je me suis arrêtée un moment devant la fenêtre, la spatule encore dans la main, observant la pluie fine glisser lentement sur les vitres. Dans ce reflet brisé par l'eau, je voyais la silhouette d'une femme que je connaissais trop bien, mais que je ne reconnaissais presque plus. Une femme qui avait vécu presque 7 décennies, dont plus de la moitié a porté les autres avant de penser à elle-même. Je m'appelle Hélène Durand, veuve depuis 13 ans, retraitée depuis 8, et mère avant tout, du moins c'est ce que j'ai cru pendant longtemps.
Ma maison, celle où je me tiens aujourd'hui, est une petite demeure en pierre sur les hauteurs d'Amboise avec un vieux jardin que mon mari aimait entretenir. Elle n'a rien de luxueux, mais elle porte l'odeur des souvenirs et des promesses que nous n'avons pas toutes tenues. Elle a aussi porté, ces dernières années, des cris que je n'aurais jamais imaginé entendre entre ses murs. Quand j'étais jeune, j'étais infirmière, travaillant souvent de nuit. Je revenais au petit matin, les yeux lourds, mais le cœur léger dès que j'entendais le rire de mes enfants dans le couloir. Oui, mes enfants. Car avant Marc, j'avais une fille, Élise. Une petite lumière partie trop tôt, à l'âge où on commence à écrire ses premiers mots. Son absence a laissé dans la maison un silence dont Marc et moi n'avons jamais vraiment su comment parler. Après sa mort, mon mari est devenu l'encre de notre famille. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait ce don de rendre les choses simples. Un soir, assis sur les marches du perron, il m'avait dit en regardant Marc jouer au ballon « Tant que cette maison reste debout, Hélène, notre famille restera debout aussi. » Je lui avais promis de la garder, cette maison. Et quand il est parti à son tour, terrassé par une crise cardiaque imprévisible, j'ai tenu cette promesse comme on serre un enfant contre soi. Trop fort, trop longtemps, au point d'en oublier que ça peut finir par étouffer. Marc n'avait que 25 ans quand son père est mort. Pendant un temps, il avait essayé d'être ce jeune homme responsable dont il parlait tant. Il me disait souvent « Un jour, maman, je t'achèterai une maison plus grande, tu verras. » Je l'avais vu rêver, tomber amoureux, se tromper, recommencer. Je l'avais vu travailler dur à la cave viticole où il avait trouvé son premier emploi stable. Et puis, je l'avais vu, peu à peu, perdre ce qu'il avait construit. Quand on a vécu assez longtemps, on apprend à reconnaître les changements subtils. Un regard plus vide, une phrase plus dure, une bouteille qui traîne de plus en plus souvent, puis deux. Mais on apprend aussi autre chose. Le déni est parfois le dernier refuge des mères. Ma sœur, Claire, habite à Nantes. Elle m'appelle presque chaque semaine, même les jours où je n'ai pas la force de lui répondre. Et à chaque conversation, il y a toujours un moment où elle s'arrête pour respirer, puis dit doucement « Hélène, viens ici, viens vivre près de moi, tu n'es pas obligée de rester là. » Et chaque fois, je répondais la même chose « Marc a besoin de moi. » Mais aujourd'hui, en regardant ma lèvre fendue dans le reflet du carreau, je me suis demandé pour la première fois « Est-ce que c'était toujours vrai ? Ou est-ce que c'était moi qui avais besoin de croire en cette phrase pour tenir debout ?» Je me suis tournée vers le mur de la cuisine. Juste à côté de la porte du cellier, il y a une fine fissure dans le plâtre. Je la connais par cœur, cette fissure. Je sais exactement quand elle est apparue. Le soir où Marc, en colère, avait lancé une bouteille contre le mur parce que je lui avais demandé s'il comptait rentrer dîner. La bouteille ne m'avait pas touchée, mais les mots qui avaient suivi, eux, m'avaient transpercé. Je passe mes doigts sur la fissure, lentement. Elle n'est pas profonde, elle n'a pas fait s'effondrer la maison, mais elle est là, visible, comme une cicatrice qui ne disparaît jamais vraiment. Derrière moi, la poêle a sifflé, rappelant que mes crêpes étaient en train de brûler. Je me suis précipitée pour la retirer du feu, tentant d'effacer la trace brune au centre, comme si gommer un défaut dans la pâte pouvait effacer ceux de ma vie. Et soudain, une pensée s'est imposée. Depuis quand est-ce que je laisse une fissure me dicter la façon dont je marche dans ma propre maison ? Je regarde à nouveau le plafond. Marc dort encore. Il ne sait rien. Il ne se doute de rien. Et dans moins d'une heure, il va descendre ses escaliers et découvrir que ce matin-là, je ne serai plus la mère silencieuse qu'il a toujours connue. 2 ans avant ce matin d'octobre, rien n'était encore brisé. Ou du moins, rien qui ne se voyait. Les fissures existaient déjà, mais comme ces craquelures dans les vieux murs d'Amboise qu'on remarque seulement quand la lumière d'hiver les frappe. Silencieuse, progressive, inévitable. À cette époque-là, Marc travaillait encore à la cave viticole Saint-Laurent, au sud de la ville. Il en parlait souvent avec une fierté presque enfantine, les tonneaux, l'odeur du raisin, le travail bien fait. Je me souviens même d'un soir où il avait posé sa tête contre mon épaule en disant « J'ai l'impression que papa serait fier ». J'avais caressé ses cheveux comme quand il était petit. J'étais loin d'imaginer que cette phrase deviendrait un souvenir que je garderais comme un trésor. Parce qu'après la perte de cet emploi, Marc n'a plus jamais parlé comme ça. Le changement a commencé doucement. Une gorgée de vin en plus chez un collègue, une soirée plus longue que d'habitude. Rien d'alarmant, juste la vie.
Puis un jour, il m'a dit qu'il traînait parfois dans un bar près de la gare, un endroit où les gens se plaignaient de tout, du gouvernement, de leur patron, de leur ex, l'un de ces lieux où chacun rejette ses malheurs sur les autres. Marc y trouvait une étrange forme de camaraderie. Et moi, je perdais mon fils morceau par morceau. Mais le soir où tout bascula vraiment, je m'en souviens avec une précision presque douloureuse. Il était près de minuit quand j'ai entendu sa voiture se garer brusquement devant la maison. Un bruit métallique, puis un claquement. Mon cœur s'est figé. Je me suis approchée de la fenêtre du salon, tirant légèrement le rideau. Marc sortait du véhicule d'un pas incertain, les épaules avachies, la chemise froissée. La lumière du réverbère dessinait une ombre longue derrière lui, une ombre qui semblait plus lourde que son corps. Je savais déjà, il avait encore bu. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure, puis tomber au sol avant de s'écraser contre le vieux meuble d'entrée. Il est entré, sans un mot. Il m'a juste regardé, comme si ma présence le dérangeait. « C'est encore éclairé ici, tu dors jamais ou quoi ?» a-t-il grogné. J'ai voulu répondre « J'attendais que tu rentres », mais ma voix s'est coincée quelque part entre ma poitrine et ma gorge. Il a attrapé son porte-clés et, dans un geste que je ne comprendrai jamais totalement, il l'a lancé contre le mur, ou plutôt contre le cadre photo-familial qui y était accroché. Le verre a explosé au sol dans un fracas brutal. La photo, Marc Petit, son père et moi au milieu, s'est détachée et a glissé lentement jusqu'au parquet comme une feuille morte. Je me suis précipitée pour ramasser les morceaux, m'agenouillant, les mains tremblantes. Marc m'a regardé faire avec un mélange de fatigue et d'indifférence. Puis, il a dit la phrase qui, je crois, a planté la première véritable écharde dans mon cœur. « Arrête de jouer la victime, maman. Si je suis comme ça, c'est à cause de toi. » Je n'ai pas levé les yeux, parce que si je l'avais fait, il aurait vu mes larmes. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à développer une étrange habitude. Je pouvais reconnaître l'état de Marc rien qu'au bruit de sa voiture dans l'allée. Le moteur trop bruyant, mauvaise soirée. Les pas traînant sur le gravier, discussions inutiles à venir. Le silence complet, le pire. Je dormais peu, pas parce qu'il me réveillait, mais parce que mon cœur anticipait en permanence. Chaque fois que j'entendais les pneus se rapprocher de la maison, une pression glacée me saisissait la poitrine. Je restais immobile, les doigts serrés autour de la couverture, à attendre, comme on attend un orage qu'on sait inévitable. Je me répétais « Il traverse une mauvaise période, ça va passer ». Mais rien ne passait, tout s'alourdissait. Le soir de la première humiliation publique, j'avais préparé un simple gratin, et l'air sentait la muscade et le fromage fondu. Une odeur de maison, de douceur. J'aimais cette odeur. Marc est rentré plus tôt que d'habitude. Sa chemise sentait le tabac, mais il n'était pas encore dans l'agressivité habituelle. J'ai respiré. Peut-être que ce soir-là serait différent. C'est à ce moment que la sonnette a retenti. C'était Lucie, la jeune voisine du bout de la rue, venue emprunter un moule qu'elle devait me rendre. Elle avait ce sourire timide, celui qu'on fait quand on n'ose pas déranger. « Bonsoir, Madame Durand. Oh, bonsoir, Marc. » Marc a levé les yeux vers elle et a souri, mais ce sourire, c'était celui qu'il avait lorsqu'il jouait un rôle. Puis, soudain, sans raison, sa voix s'est durcie. « Tu crois qu'elle est gentille, Lucie? Tu crois qu'elle est douce ?» Lucie a cligné des yeux, surprise, moi aussi. « Laisse-la tranquille, Marc. » Il m'a coupé net. « Tu sais ce qu'elle fait vraiment? Elle étouffe tout le monde ici. Elle contrôle tout. Sans elle, je serais déjà partie à Paris depuis longtemps. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il venait de me ridiculiser, devant quelqu'un d'autre, devant une étrangère. Lucie a bafouillé quelque chose et est sortie presque en courant. La porte s'est refermée sur son départ précipité. Un silence épais a envahi la pièce. Marc m'a fixé. Longtemps. Puis, il s'est servi un verre de vin directement à la bouteille. Je me suis approchée pour poser ma main sur son bras, doucement. Un geste de mère, un geste d'amour. Il a reculé brutalement, faisant basculer sa chaise. « Touche pas à ça !» a-t-il rugi en serrant la bouteille. J'ai fait un pas pour récupérer l'objet par instinct. Il m'a alors poussé de l'épaule, sèchement. Je n'étais pas prête. J'ai trébuché, percutant le coin de la table. Une douleur froide a traversé ma hanche. Je suis restée un moment immobile, les mains posées à plat sur le bois pour ne pas tomber.
Marc a soufflé, agacé, sans un mot d'excuse. Et à cet instant précis, une voix intérieure a murmuré en moi. Ce soir-là, j'ai compris que je n'étais plus sa mère. J'étais devenue son punching ball émotionnel. Je me suis relevée lentement, essayant d'ignorer la brûlure sur ma peau. Marc buvait déjà, le regard vide. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai commencé à disparaître un peu. Quand la porte de la chambre de Marc a claqué à l'étage et que ses pas lourds se sont enfin tus, un silence épais a envahi la maison. Pas un silence apaisant, un silence qui résonnait encore du choc de sa main sur ma joue, du bruit sec de ma tête contre l'armoire, du souffle coupé par la surprise. Je suis restée immobile un long moment, appuyée contre le mur, attendant que mes jambes cessent de trembler. La lumière de la cuisine, encore allumée, dessinait des reflets pâles sur les carreaux. J'ai avancé lentement, comme quelqu'un qui entre dans une pièce inconnue, alors que c'était ma propre maison. Je suis descendue au rez-de-chaussée et me suis dirigée vers la petite salle de bain du fond. La glace, avec son cadre blanc un peu écaillé, m'a renvoyé une image que j'ai eu du mal à reconnaître, ma lèvre ouverte, une marque violacée sur ma pommette, mes yeux rougis par l'effort de ne pas pleurer. Je me suis penchée au-dessus du lavabo et j'ai laissé couler l'eau froide. Quand j'ai passé le gant humide sur mon visage, j'ai senti un picotement vif, comme si ma peau me rappelait que j'étais encore vivante. J'ai respiré profondément. C'est là, devant ce miroir, que quelque chose en moi s'est déplacé. Un glissement à peine perceptible, mais irréversible. J'ai compris qu'il ne s'agissait plus seulement de survivre à une mauvaise nuit. Il s'agissait de reprendre ma vie. Je suis remontée quelques marches, puis me suis arrêtée. J'ai regardé vers le haut de l'escalier, vers la porte derrière laquelle Marc dormait déjà d'un sommeil lourd et inconscient. Je me suis approchée doucement, sans bruit, et j'ai tiré la serrure vers moi, verrouillant discrètement la porte de l'extérieur. Pas pour l'enfermer, non. Pour m'assurer que ce soir, il n'y aurait plus d'explosions imprévisibles, plus de pas furieux dévalant l'escalier. Je suis redescendue. La cave était fraîche, presque froide. J'y gardais des choses que je n'utilisais plus, des vieux cartons, des outils et surtout un téléphone fixe posé sur une étagère, un appareil d'un autre temps, mais qui avait toujours fonctionné. Je l'ai saisi, mes doigts tremblaient, mais pas de peur. Ils tremblaient parce que je savais que j'allais briser quelque chose. Pas une famille, un cycle. J'ai composé un premier numéro. Au 3e appel, une voix familière a répondu. « Hélène, il est tard, est-ce que tout va bien ?» C'était Louise Vautrin, ma voisine, ancienne juge. Une femme droite, ferme, mais avec ce cœur immense qu'elle cachait derrière des phrases mesurées. Je lui ai tout raconté, pas dans les détails les plus sombres, juste assez pour que ma voix se fissure. Il y a eu un silence, puis elle a dit « Prépare du café, je serai là à 8 heures. » C'était un ordre tendre, un ordre qui m'a sauvée. Le 2e numéro appartenait à la gendarmerie. Le capitaine Dubois a décroché. Je lui ai expliqué, calmement, posément, comme si je relatais la journée de quelqu'un d'autre. Il a posé quelques questions, puis a dit simplement « 2 agents passeront demain matin. » Pas de jugement, pas d'hésitation, juste une certitude tranquille. La 3e personne que j'ai appelée, c'était Claire, ma sœur. Sa voix s'est brisée dès le début. Elle savait. Elle avait toujours su lire dans mes silences. « Hélène, dis-moi que tu vas faire quelque chose cette fois, s'il te plaît. » Oui, un mot, un seul, mais qui vibrait comme une promesse. Quand j'ai raccroché, un calme étonnant s'est installé en moi. Non pas l'apaisement, mais la clarté. Je me suis dirigée vers l'armoire du bureau, celle où je rangeais des dizaines de documents que je n'avais jamais eu le courage de regarder. Des relevés bancaires avec des paiements que j'avais faits à sa place, un vieux avertissement pour conduite imprudente, des preuves minuscules dispersées dans les années. Dans un classeur bleu, j'ai retrouvé quelque chose que je n'avais jamais osé relire. Une feuille où j'avais noté, presque machinalement, les phrases qu'il m'avait dites les soirs difficiles. Cette feuille tremblait entre mes doigts, pas à cause de la douleur, mais parce que je voyais noir sur blanc tout ce que j'avais avalé en silence. Je l'ai rangée soigneusement dans une enveloppe épaisse où chaque papier avait sa place. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je savais que le moment était venu d'arrêter de cacher la vérité. Je me suis assise un instant sur la chaise du salon. La maison était étrangement calme. La pluie avait cessé et on entendait seulement le goutte à goutte d'une canalisation extérieure.
Je regardais le dossier posé sur mes genoux, puis la table encore vide. Et doucement, presque dans un murmure, j'ai dit « Je n'allais pas crier, je n'allais pas supplier. J'allais organiser le petit déjeuner le plus honnête de notre vie. » Alors je me suis levée, j'ai étendu la nappe blanche, j'ai sorti la porcelaine, j'ai aligné les couverts. Chaque geste était une réponse à toutes les années où j'avais baissé la tête. Ce petit déjeuner n'était pas pour Marc, il était pour moi, le premier pas vers une vérité que je refusais désormais de cacher. Je crois que c'est seulement après avoir raccroché le dernier appel que j'ai vraiment compris ce que j'étais en train de faire. Pas un élan de courage soudain, pas un geste impulsif. Non, c'était quelque chose de plus profond, de plus méthodique, un mouvement presque ancestral. Comme si toutes les femmes avant moi, celles qui avaient avalé trop de silence, trop de larmes, trop d'humiliation, guidaient mes mains. Je suis tournée dans la cuisine. La première lueur de l'aube commençait à s'infiltrer à travers les rideaux en dentelle, éclairant les surfaces encore humides où j'avais nettoyé les traces de la veille. Je me suis arrêtée un instant au milieu de la pièce. Et j'ai soufflé. Puis, j'ai commencé. J'ai sorti la nappe blanche en lin brodé, celle que je n'utilisais que pour les grandes occasions. Je l'ai étendue lentement, en tirant sur les angles pour qu'elle tombe parfaitement. La texture froide du tissu m'a rassurée, comme si chaque fibre me rappelait que je faisais quelque chose d'important. Sur la table, j'ai posé les assiettes en porcelaine au bord bleuté, celles de mon mariage, puis les verres, les couverts, les serviettes pliées avec précision. Mais cette fois, j'ai ajouté quelque chose que je n'avais jamais mis auparavant. Un grand vase de roses blanches cueillies dans mon jardin. Elles portaient encore des gouttes d'eau, comme si la nuit s'accrochait encore un peu à leurs pétales. Elles sentaient la légèreté, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Au centre de la table, j'ai placé la pile de crêpes encore tièdes, leur parfum de beurre fondu flottant dans toute la pièce. J'ai ajouté un pot de confiture maison, la broche du matin, un petit pichet de lait chaud. Puis, lentement, j'ai pris une tasse supplémentaire. Pas celle assortie au service, une tasse simple, sans motif, sans histoire. Je l'ai placée au bout de la table, un peu à l'écart. Cette tasse-là, c'était pour Marc, non pas pour le punir, mais pour symboliser, d'une façon presque silencieuse, qu'il n'était plus au centre, que la maison, ce matin-là, ne tournerait pas autour de ses humeurs. Une fois la table prête, je suis allée chercher dans le tiroir du secrétaire un petit dictaphone gris, l'un de ces objets que plus personne n'utilise depuis l'invention des smartphones. Je l'ai posé au-dessus du buffet, juste sous le cadre où figurait encore une photo de Marc Petit, avant que tout ne se complique. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Un léger clic. La petite lumière s'est allumée. Pas pour espionner, pas pour humilier, mais parce que j'avais appris une chose essentielle en silence. Quand la vérité apparaît au grand jour, il vaut mieux qu'elle soit entendue exactement telle qu'elle est. Ensuite, j'ai pris une enveloppe brune épaisse contenant les documents rassemblés la nuit précédente. Copie de relevé, témoignages écrits, photos des objets abîmés, notes personnelles, détails des incidents passés. Je l'ai glissé sous la chaise où Louise Vautrin s'assiérait. Je savais qu'elle comprendrait immédiatement. Elle avait ce talent rare de lire les choses avant même qu'on les formule. À 7h moins le quart, le soleil commençait à caresser les tuiles rouges d'Amboise. La Loire brillait à travers la fenêtre du salon comme une longue écharpe argentée. J'ai ouvert la porte-fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais. Le chant des oiseaux, l'odeur d'humidité, les premiers bruits du village. Tout contrastait tellement avec ce que je ressentais que j'ai failli sourire. Mais mon souffle s'est coupé quand un craquement s'est fait entendre. La 6e marche de l'escalier, celle qui grinçait. Pas encore, pas tout de suite, juste un léger mouvement, comme s'il changeait de position dans son lit. J'ai fermé les yeux, inspiré, expiré. Il me restait un dernier geste. Je suis allée vers la machine à café. J'ai préparé 4 tasses. Une pour moi, une pour Louise, une pour le capitaine Dubois ou un des agents, et la dernière pour Marc, que j'ai posée dans sa tasse solitaire, au bout de la table. Le parfum du café fort se mélangeait au beurre des crêpes. J'ai senti mes mains se stabiliser. C'est là que je me suis tournée vers la caméra intérieure de la maison, celle que j'avais installée l'année passée pour vérifier le jardin. Et j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais eu le courage de dire à voix haute. Si vous connaissez quelqu'un qui vit la même chose, restez jusqu'au bout. Ce que j'ai fait ce matin-là pourrait lui sauver la vie.
Une phrase simple, une phrase qui ne juge pas. Une phrase qui n'accuse pas, mais une phrase vraie. Quand j'ai replacé la chaise principale à sa place, j'ai senti mes jambes devenir plus légères, comme si chaque objet posé, chaque pli lissé, chaque tasse remplie était une pierre en moins sur mon dos. Je me suis reculée pour contempler la table entière. Tout était parfait, calme, harmonieux, un contraste presque cruel avec ce qui se préparait. Puis, soudain, un son a résonné dans toute la maison, le grincement long, profond de la 6e marche de l'escalier. Marc se réveillait, et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu honte, je n'ai pas eu envie de fuir. Je me suis simplement tenue droite, les épaules carrées, les mains jointes devant moi. Parce que ce matin-là, ce n'était pas Marc qui allait décider du ton de la journée, c'était moi. Le premier vrai son qui brisa le silence du matin fut celui que je redoutais depuis des mois. Le grincement long, douloureux de la 6e marche de l'escalier. Je connaissais ce bruit par cœur. Je savais exactement ce qu'il annonçait. Mais ce matin-là, il n'a pas eu sur moi l'effet habituel. Pas cette vague froide qui me parcourait la colonne vertébrale. Pas cette tension dans la poitrine, non. Ce matin-là, j'ai simplement resserré les doigts autour du nœud de mon tablier et je me suis redressée. Marc descendait. La première chose que j'ai vue, ce fut ses cheveux ébouriffés, collés par une nuit de sommeil lourd et alcoolisé. La deuxième, son t-shirt froissé, taché sur le côté, comme si son verre de la veille avait débordé. Et la troisième, la plus révélatrice, ce sourire en coin, un sourire de victoire paresseuse, un sourire de quelqu'un persuadé d'avoir gagné. Il a inspiré profondément en arrivant dans la cuisine. Des crêpes. Son ton était presque satisfait, presque tendre, mais sans aucune chaleur humaine. C'était la satisfaction d'un roi qui découvre un festin préparé à ses pieds. Son regard a balayé la table, la nappe immaculée, les assiettes en porcelaine, les roses blanches, et au bout de la table, sa tasse isolée. Mais il n'a rien remarqué, ou il a choisi de ne pas comprendre. Il s'est approché avec un pas traînant, a tiré une chaise sans ménagement et s'est laissé tomber dessus comme s'il s'agissait d'un trône. Puis, sans attendre, il a pris une crêpe à pleine main, laissant des traces de doigts sur la porcelaine. Il a mordu dedans bruyamment, la bouche ouverte. Des miettes sont tombées sur la nappe fraîchement repassée. Il a écrasé l'une d'elles du plat de la main sans même regarder. « Tu vois, maman, quand tu obéis, tout se passe bien. » La phrase est tombée comme une gifle invisible, un écho de la veille, une répétition, presque mot pour mot, de ce qu'il avait déjà dit pour me réduire au silence. Je suis restée là, debout, sans répondre. Je sentais mes poings se serrer au fond de mes poches. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume, mais je ne bougeais pas. Marc a avalé un autre morceau et, sans même lever les yeux, a lancé. « Tu devrais faire ça plus souvent, servir sans discuter. » Puis, comme si cela faisait partie de sa routine, il s'est levé brusquement, a ouvert le placard du haut et en a sorti une petite bouteille de vin blanc à moitié vide, la même qu'il cachait derrière les boîtes de céréales. « Je me fais un petit café amélioré, tiens », a-t-il murmuré. La vue de la bouteille dans sa main a fait remonter quelque chose dans ma gorge. Pas de la colère, pas de la peur, une profonde tristesse. Il s'apprêtait à verser un trait d'alcool dans son café quand j'ai fait un pas en avant, involontaire. Pas pour l'arrêter, je savais que je n'en avais plus la force, mais juste parce que mon corps refusait d'être spectatrice. Marc s'est arrêté. Il a tourné légèrement la tête vers moi, sourcils froncés. « Quoi, t'as encore un truc à dire ?» Je n'ai toujours rien répondu, pas un mot, et c'est là que j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Une irritation lente, épaisse, comme une mauvaise brume qui se lève. « C'est quoi ce silence, hein? Tu recommences avec tes airs de martyr ?» Il a reclaqué la bouteille sur la table, faisant trembler les tasses. Une goutte a éclaté sur le bois verni. J'ai inspiré doucement, très doucement, sans bouger. Marc m'observait. Son expression oscillait entre incompréhension et impatience. Puis il a éclaté d'un rire court. « Oh, je vois, tu fais la tête, tu veux me punir, avec ton petit air digne. » Il s'est rassis, a repris une crêpe et a mangé encore plus bruyamment qu'avant, comme pour provoquer quelque chose en moi. Mais je suis restée parfaitement immobile, comme une barrière silencieuse qu'on ne peut plus renverser.
7h52. Je l'ai entendu, le tic-tac de l'horloge du salon. Chaque seconde vibrait comme un fil qui se tendait. Marc, lui, ne voyait rien. Il ne devinait pas ce qui approchait. Il a bu son café, frotté sa barbe de 3 jours, puis m'a lancé. « Tu sais quoi? Je crois que j'ai enfin compris comment te gérer. » C'était dit avec tant d'assurance que j'ai senti, non pas de la peur, mais un étrange calme glacé se déposer dans ma poitrine. 7h54. Marc s'est levé pour aller chercher la confiture. Il l'a ouverte d'un geste brusque, laissant un peu de framboise éclabousser la nappe blanche. Je n'ai rien dit, je ne me suis pas approchée, je n'ai pas cherché à essuyer. 7h55. Il s'est rassis. Une de ses jambes tremblait légèrement sous la table, un signe que je ne connaissais que trop bien. Le début de l'irritation. « T'es vraiment insupportable, tu sais. » Il a levé son regard et a planté ses yeux dans les miens. « Regarde-moi quand je te parle. » Je l'ai regardé, calme, droit, avec ce silence qui, pour la première fois, n'était pas une soumission, mais une frontière. Marc a plissé les yeux, déstabilisé. 7h57. Mes doigts ont glissé derrière moi, cherchant discrètement le bois de la chaise pour m'appuyer. J'ai jeté un coup d'œil rapide à l'horloge, et dans ma tête, une phrase s'est formée, claire comme du verre. Dans 3 minutes, mon silence allait enfin parler pour moi. Marc continuait de mâcher, agacé, ignorant tout de la tempête qui approchait. Puis, dring! La sonnette de la porte d'entrée a retenti. Un son sec, net, tranchant. Marc a sursauté. « C'est quoi ça? Qui ose venir à cette heure ?» Il a reposé sa crêpe, la mâchoire crispée. La colère commençait déjà à colorer ses joues. Moi, je me suis tournée vers la porte. Un souffle profond m'a traversée. Parce que ce son-là, ce simple « dring », c'était le bruit exact du moment où ma vie allait enfin changer. Le deuxième coup de sonnette fut plus long, plus intentionnel que le premier. Un son qui ne laissait aucune place au doute. Ceux qui attendaient derrière la porte n'étaient pas venus pour une visite amicale. Marc fronça les sourcils. « Tu vas ouvrir ou quoi ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché vers l'entrée, mes pas résonnant comme s'ils avaient soudain pris plus de poids, plus de certitude. Ma main s'est posée sur la poignée. Quand j'ai ouvert la porte, l'air frais du matin s'est engouffré dans la maison. Et là, ils étaient tous là. Louise Vautrin, droite comme une ligne de justice, tailleur gris impeccable, collier de perles parfaitement aligné. Son regard a effleuré ma lèvre fendue, et j'ai vu passer dans ses yeux une lueur brève, ni pitié, ni tristesse, de la résolution. À côté d'elle, le capitaine Dubois, dans son uniforme bleu impeccable, mains croisées dans le dos. Derrière lui, un jeune agent, à peine 30 ans, sérieux comme un juge en formation. Et un peu en retrait, se tenant les bras croisés sur un manteau beige, Madame Bénard, la voisine du numéro 14, celle qui avait entendu les cris plus de fois que je ne voulais l'admettre. Louise m'a salué d'un hochement de tête sobre. « Bonjour, Hélène, nous sommes venus comme convenu. » Je me suis écartée pour les laisser entrer. Les bottes des gendarmes ont frappé le parquet avec une régularité froide, un son presque solennel. Comme un jugement qui descend l'allée centrale d'un tribunal. En arrivant dans la salle à manger, Marc s'est figé. Sa crêpe à moitié mangée est restée suspendue entre sa main et sa bouche. Puis, lentement, comme dans un film au ralenti, elle a glissé. Elle est tombée dans son assiette avec un bruit sourd, projetant dans la confiture de framboise en petites taches rouges sur la nappe blanche. Son visage s'est décomposé. Les couleurs ont quitté ses joues. Il a pâli, vraiment pâli. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il balbutié. Louise ne lui a laissé aucun temps pour reprendre contenance. Elle s'est avancée et s'est assise en bout de table, exactement là où mon mari s'asseyait autrefois, la place du chef de famille. Elle n'a même pas demandé si elle pouvait. Elle savait que cette chaise était pour elle. Elle a posé son sac, l'a ouvert et a sorti d'un geste précis l'enveloppe brune que j'avais glissée sous sa place. Elle l'a tapotée du bout des doigts. Nous allons examiner cela ensemble, Marc. Le capitaine Dubois et l'agent jeune restèrent debout de part et d'autre de la pièce, comme 2 colonnes vivantes de l'autorité. Madame Bénard s'est assise discrètement sur la chaise la plus éloignée, les mains serrées, le regard ferme. Marc se leva si brusquement que sa chaise manqua de tomber. « Non mais attendez, qu'est-ce que vous faites là chez moi ?» Louise leva une main,
Un simple geste, mais puissant comme un verdict. « Assieds-toi, Marc !» Ce n'était pas un conseil, c'était une injonction. Il obéit, les épaules basses, le souffle court. Louise ouvrit l'enveloppe et étala lentement les documents sur la table. Des papiers blancs sur une nappe blanche, mais une vérité noire dans chaque ligne. « Bien, nous allons commencer. Capitaine Dubois, si vous voulez bien. » Le capitaine ouvrit un petit carnet officiel, ajusta ses lunettes et parla d'une voix ferme mais posée. 1. Tapage nocturne, 3 signalements. 3 voisins différents ont appelé la gendarmerie ces 8 dernières semaines. Cris, bruit de chaises, objets renversés. Madame Bénard hocha la tête sans un mot. Marc lança un regard noir dans sa direction. 2. Conduite après consommation, 2 avertissements. 2 fois, vous avez été arrêté pour contrôle. Taux bas, pas d'interpellation, mais avertissement officiel. Marc ouvrit la bouche, la referma, incapable de justifier. 3. Témoignage personnel d'Hélène. Louise prit la relève, sortant une feuille pliée. La feuille où j'avais écrit, des mois auparavant, les phrases qu'il avait prononcées pendant ses soirs de colère. Elle lut quelques lignes. Chaque mot, prononcé lentement, tombait dans l'air comme un marteau. « T'es un poids. Si je suis malheureux, c'est de ta faute. Personne voudrait de toi. » Marc s'est redressé brusquement. Ce n'était que des mots. Tout le monde dit des trucs comme ça quand il est énervé. Louise claqua la feuille contre la table. Pas fort, mais le bruit résonna comme un drapeau planté en plein sol. Ce ne sont pas des mots quand ils sont répétés. Ce ne sont pas des mots quand la personne en face est votre mère. Marc ouvrit les mains, comme pour se défendre. Mais ce n'était qu'une gifle hier soir. Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Louise se pencha vers lui, ses yeux s'enfonçant dans les siens avec une précision chirurgicale. « Marc, il n'y a rien de qu'une gifle quand c'est contre sa propre mère. » Le jeune agent baissa la tête, respect. Le capitaine resta immobile, impassible. Madame Bénard étouffa un souffle tremblant. Marc, lui, se recroquevilla, comme un enfant pris en faute. Un enfant qui, pour la première fois, comprend qu'il est allé trop loin. Louise reprit. « Nous sommes ici parce qu'Hélène nous a appelés, pas pour te condamner, pas pour t'humilier, mais pour que tu vois enfin ce que nous, tous ici, voyons depuis longtemps. » Elle rassembla les documents d'un geste lent, puis ajouta. « Cette table n'est pas une salle d'audience, mais aujourd'hui, elle joue le rôle que tu refuses de voir, la vérité posée devant toi. » Marc resta silencieux. Ses mains tremblaient légèrement. Sa respiration était irrégulière. Alors, pour la première fois depuis des mois, il leva les yeux vers moi. Son regard, c'était un mélange de peur, de honte et d'une prise de conscience qui commençait seulement à se former. La même prise de conscience que j'avais espérée pendant si longtemps. Et moi, je me suis tenue droite parce que ce matin-là, devant cette table transformée en tribunal silencieux, je n'étais plus une femme qui encaissait. J'étais une femme qui témoignait. Un silence long, presque solide, s'était installé dans la salle à manger. La nappe blanche semblait encore plus claire sous la lumière du matin, comme si elle reflétait tout ce qui venait d'être dit. Marc, assis, les épaules légèrement voûtées, avait cessé de jouer avec la crêpe froide dans son assiette. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi s'est levé. Je l'ai senti dans ma poitrine avant même de sentir mes jambes bouger. Je me suis levée. Louise Vautrin tourna légèrement la tête vers moi, sans un mot. Même les gendarmes se redressèrent un peu. Marc, lui, releva brusquement les yeux. Un mélange de surprise, de peur et de défi s'entrechoquait dans son regard. Je n'avais pas prévu de parler, pas de cette manière-là, mais les mots sont venus comme s'ils attendaient depuis des années. « Marc, tu vas m'écouter. » Ma voix n'était pas forte, elle n'avait pas besoin de l'être. Elle était claire, parfaitement posée. Ce genre de voix qu'on a seulement quand on a trop longtemps laissé les autres parler à notre place. Marc entrouvrit les lèvres. « Maman, attends, je peux expliquer ?»« Non, cette fois, tu vas m'écouter jusqu'au bout. » Une seule phrase. Et il se tut. Louise croisa les bras. Madame Bénard, elle, resserra ses doigts sur son manteau. Le capitaine Dubois, impassible, hochait imperceptiblement la tête, comme pour m'encourager sans intervenir. Je me suis approchée de la table. J'ai posé mes mains à plat sur la nappe. Et j'ai commencé.
Je t'ai porté 9 mois. 9 mois pendant lesquels j'ai failli te perdre 2 fois. Tu étais un bébé fragile, Marc, tellement fragile que le médecin m'avait dit « Restez alité ou cet enfant ne verra jamais le jour ». Et je suis restée, sans discuter. Marc déglutit. Il n'osait plus me regarder. Quand tu avais 8 ans et que ton père a perdu son travail, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai vendu l'alliance de ma grand-mère, la seule chose de valeur que j'avais, pour payer ton inscription au club de football. Tu te souviens de ce maillot bleu que tu aimais tant ? C'est avec cette alliance que je l'ai payé. Je vis les épaules de Marc se contracter. Quand ton père est mort, j'ai travaillé 2 emplois. Le jour, je faisais des ménages chez les voisins. La nuit, je veillais des personnes âgées. Et pourtant, chaque matin, je te préparais le petit déjeuner avant l'école. Tu n'en as jamais manqué un seul, pas un. Louise hocha la tête lentement, approuvant silencieusement chaque mot. Et quand tu as commencé à perdre pied, quand tu as commencé à dire que la vie n'avait plus de sens, j'ai été la première à te ramasser, la première à croire en toi, la première à défendre ton nom, même quand je savais que tu buvais plus que tu ne l'admettais, même quand je voyais que tu revenais en colère, même quand tu disais « Promis, maman, je vais changer ». Tu l'as dit combien de fois, Marc ? 10, 20, 50 ? Un sanglot étouffé s'échappa de la gorge de Marc. Il leva enfin les yeux vers moi, brillant de larmes. « Maman, je suis désolée, Je le coupais d'un geste doux mais ferme. Non, les excuses, je les ai entendues, les promesses aussi, et aucune n'a tenu plus de 2 jours. Je pris une inspiration lente, puis j'ai glissé la main dans la poche intérieure de mon tablier et j'en ai sorti une petite enveloppe crème, pliée et légèrement froissée. Louise arqua un sourcil, surprise. Ce n'était pas dans l'enveloppe brune. Personne ne savait que celle-ci existait. Je l'ai posée au centre de la table. Cette lettre, je l'ai écrite il y a 1 an. Marc pâlit encore plus. Je comptais la laisser ici, sur la table, puis partir. Je voulais quitter la maison. Toi, ton alcool, tes colères, tout. J'avais fait ma valise. J'avais mis mes chaussures. Et je n'ai pas eu le courage d'ouvrir la porte. Parce qu'on ne part pas comme ça de son propre enfant, même quand il vous blesse, même quand il vous détruit. Je pris l'enveloppe entre mes doigts et la tournai doucement. Je ne l'ai jamais envoyée, mais j'aurais dû, parce qu'elle dit exactement ce que je ressens aujourd'hui. Marc porta ses mains à son visage. « Maman, s'il te plaît, me laisse pas. Je peux changer, je te jure, cette fois je... » Louise claqua la langue, posant une main ferme sur la table. Les promesses n'effacent pas les bleus, Marc. Seuls les actes répétés peuvent le faire. Sa voix était calme, mais tranchante comme une lame propre. Marc se figea. Même les gendarmes semblèrent retenir leur souffle. Je reprenais. « Je ne suis pas ici pour te détruire, Marc. Je suis ici parce que si je ne faisais rien, la prochaine fois, je ne me relèverais peut-être pas. Et toi, tu ne te relèverais pas non plus. » Je sentis ma voix trembler légèrement. Pas de peur, d'émotion. Tu m'as perdu dans tes mots, dans tes cris, dans tes soirs d'ivresse. Mais aujourd'hui, je me retrouve, et tu vas devoir te retrouver aussi. Un silence, un long silence. C'est alors que le capitaine Dubois fit un pas en avant. « Monsieur Marc Durand, vous allez devoir nous accompagner au poste pour une déposition complète. Ce sont les procédures habituelles dans des situations comme celle-ci. Nous évaluerons ensuite les mesures de protection nécessaires pour votre mère. » Marc se leva d'un bond, effrayé. « Quoi ? Non, vous pouvez pas me faire ça. C'est ma mère. C'est une affaire de famille. » Le capitaine resta impassible. La loi s'applique aussi aux familles, monsieur. 2e coup dans le cœur de Marc. Il tourna son visage vers moi. Ses yeux, cette fois, n'étaient plus furieux. Ils étaient brisés. « Tu vas le regretter, maman. Tu vas vraiment le regretter. » Je ne baissais pas les yeux. Je ne reculais pas. Je me redressais même un peu plus, posant une main sur le dossier de ma chaise. « Non, Marc, je regrette seulement d'avoir attendu si longtemps pour te protéger de toi-même. » Ses lèvres tremblèrent. Les gendarmes l'encadrèrent doucement. Il ne résista pas. Et alors qu'il passait le seuil de la porte, le soleil d'octobre éclairant son visage désemparé, je sentis pour la première fois depuis des années que je pouvais respirer.
Quand la voiture de la gendarmerie a disparu au bout de la rue, un silence étrange est tombé sur la maison. Un silence profond, différent de tous ceux que j'avais connus jusqu'ici. Ce n'était pas le silence tendu d'une dispute, ni celui glacé de la peur. C'était un silence neuf, brut, qui vibrait encore des traces de tout ce qui venait d'arriver. Je suis restée debout dans l'entrée, une main posée sur le chambranle de la porte. J'aurais dû me sentir soulagée, peut-être même fière. Mais la première chose que j'ai ressentie, c'était un vide immense, presque vertigineux. Plus de pas lourds dans l'escalier, plus de grommellements au réveil, plus de clés jetées brutalement sur le meuble d'entrée. La maison semblait trop grande pour moi seule. Trop calme. Je me suis avancée vers la salle à manger. La nappe blanche était encore tachée de confiture. La chaise de Marc était poussée en arrière, abandonnée, comme si son corps y avait laissé une dent dans l'air. Cette image m'a brisé quelque chose dans la poitrine. Je me suis assise. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé les larmes venir. Pas des larmes de peur, des larmes de deuil, parce que même si Marc n'était pas mort, quelque chose en lui venait de s'effondrer, et quelque chose en moi aussi. Claire arriva 2 heures plus tard, essoufflée, les yeux rouges rien qu'à me regarder. « Hélène, j'aurais dû venir avant. » Elle m'a serrée dans ses bras tellement fort que j'ai senti mes côtes protester. Elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas dit un mot de trop, elle a juste posé sa valise à côté de la porte et a déclaré « Je reste ici le temps qu'il faudra ». Cette phrase, simple, a été comme une main posée sur mon cœur. Les jours suivants se sont déroulés dans une sorte de brouillard doux amer. Claire faisait la cuisine, ouvrait les fenêtres pour que la maison respire, rangeait un tiroir, en laissait un autre intact quand elle voyait que mes mains évitaient. Elle ne forçait rien. Elle était juste là. C'est elle qui m'a obligée à aller à l'hôpital pour documenter les blessures, une expression qui me serrait la gorge. La médecin m'a examinée avec une douceur professionnelle. La lèvre, la pommette, la nuque. Elle a pris des notes, des photos, m'a demandé si je voulais porter plainte. Je n'ai rien répondu. Je n'étais pas encore prête à penser au mot « plainte ». Une semaine plus tard, j'ai eu mon premier rendez-vous avec la psychologue, Dr Sophie Renard. Son cabinet, près de la place Michel Debray, sentait légèrement la lavande. Elle m'a accueillie avec un sourire calme, sans pitié, ce qui m'a immédiatement rassurée. « Vous êtes en sécurité ici, Hélène. Dites ce que vous pouvez aujourd'hui, le reste viendra plus tard. » Elle m'a parlé du cycle de la violence, des phases de tension, d'explosion, d'excuses, puis de lune de miel avant que tout ne recommence. Je secouais la tête, incapable de nier. Son explication suivait ma vie mot pour mot, année après année. Puis elle a dit « Vous savez, la culpabilité que vous ressentez est normale, mais elle n'est pas juste. Ce n'est pas à vous de porter le poids de ces choix. » Ces mots m'ont fait trembler. Comme si quelqu'un tirait enfin la première brique d'un mur qui m'écrasait depuis trop longtemps. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Nadia Morel, assistante sociale. Femme énergique, blouse bleu clair, cheveux attachés à la hâte, un peu comme si elle n'avait jamais une minute pour elle-même. Elle sortit un dossier vert. Voici toutes les options possibles. Protection juridique temporaire, aide financière en cas de besoin, suivi psychologique gratuit, médiation encadrée. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ces mots-là aussi m'ont marqué. Les semaines ont passé. La douleur physique s'est atténuée. La douleur intérieure, elle, avançait lentement, mais avançait quand même. Puis, un matin, Claire m'a apporté une enveloppe blanche, écriture tremblée sur le dessus. Pour maman. Mon cœur a raté un battement. Je l'ai prise sans l'ouvrir. Je l'ai tenue longtemps entre mes mains, comme si elle pesait plus que du papier. J'avais peur de ce qu'elle contenait. Peur de ce que j'allais ressentir. Ce n'est que le soir, alors que le soleil se couchait sur la Loire et que la maison était enfin silencieuse, que je me suis décidée à la déchirer. La lettre était courte, pas comme celle qu'on écrit pour se justifier, pas comme celle qu'on écrit pour se faire pardonner. Elle commençait ainsi. « Maman, je ne vais pas te demander pardon, je ne le mérite pas, mais je dois te remercier. Merci de ne plus te taire. » J'ai senti ma gorge se serrer. Il poursuivait. La nuit en cellule a été la première où je me suis réveillée sans alcool. Je n'avais plus de mur pour me cacher. J'ai compris que cela faisait longtemps que je me mentais. Je croyais que j'avais seulement blessé ma vie. Mais j'aurais pu en blesser d'autres,
Une fois, il y a 3 mois, j'ai presque eu un accident en rentrant. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'aurais pu tuer quelqu'un. Je crois que si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, je ne me serais jamais arrêtée. » Mes mains tremblaient en tenant la lettre. Puis vint la phrase qui a tout brisé en moi. « Si un jour tu veux parler, je serai là. Pas pour être ton fils parfait, mais pour être un homme qui essaye. » Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis restée immobile, la lettre sur mes genoux, la lumière du soir disparaissant lentement derrière la colline. Une partie de moi ressentait encore de la colère, une autre, un mince rayon d'espoir. Pas l'espoir naïf d'autrefois, pas celui qui croit qu'on peut réparer quelqu'un en l'aimant assez, non. L'espoir que lui, cette fois, avait réellement vu le fond et qu'il tentait enfin de remonter. Je n'ai pas répondu tout de suite, je ne savais pas encore si je le pouvais, ou même si je le voulais, mais ce soir-là, je me suis surprise à murmurer dans la pénombre de la salle à manger. Merci de m'avoir laissé enfin respirer. 1 an a passé depuis ce matin d'octobre où tout a basculé, l'année la plus longue, la plus éprouvante, mais aussi la plus éclairante de ma vie. La maison n'est plus la même, pas parce que quelqu'un l'a transformée, mais parce que moi, j'ai changé dans chacun de ces murs. J'ai repeint le salon en beige clair. J'ai déplacé la table de la salle à manger, celle qui avait été un temps un tribunal silencieux, vers la fenêtre pour qu'elle voie la lumière toute la journée. J'ai planté de nouvelles roses blanches dans le jardin. Elles poussent mieux que les anciennes. Peut-être parce que, cette fois, je m'en occupe pour moi. Dès le printemps, j'ai commencé à assister à un atelier d'aquarelle pour adultes à Amboise. La première fois, ma main tremblait encore trop pour garder la ligne. La deuxième fois, un peu moins. À la troisième, j'ai réussi à peindre une branche de saule qui ressemblait vraiment à une branche de saule. Les autres femmes du groupe, Jeanne, Mireille et Agathe, m'ont accueillie comme si j'étais l'une des leurs depuis toujours. Chaque jeudi matin, nous peignions en silence, puis nous rions autour d'un thé brûlant. C'est dans ces moments que je me suis rendu compte à quel point j'avais oublié ce que c'était que vivre, vraiment vivre, au-delà des obligations et des inquiétudes. J'ai aussi rejoint, sur l'insistance douce de Louise, un groupe de soutien pour femmes. La première séance, je n'ai presque rien dit. La deuxième, j'ai parlé un peu de la maison. À la troisième, j'ai raconté mon histoire entière. Quand j'ai fini, une femme m'a pris la main et a murmuré « Vous venez de dire tout haut ce que moi, je n'ose même pas penser. » Merci. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. On guérit plus vite quand on transforme sa douleur en lumière pour quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Marc suivait son propre chemin. Il avait terminé son programme de traitement avec sérieux, disait la psychologue. Il travaillait maintenant dans une coopérative maraîchère biologique à la sortie d'Amboise. Un travail simple, physique, mais honnête. Les légumes, les plants de tomates, les herbes fraîches. Un environnement où il pouvait se reconstruire, loin des bars, des mauvaises fréquentations et loin de la maison aussi. Nous ne nous parlions que par lettres, espacées, prudentes, chaque mot pesé, chaque virgule réfléchie. Il écrivait d'une écriture moins tremblée, plus assurée, mais sans jamais essayer d'effacer ce qui s'était passé. Un jour de fin d'été, j'ai reçu un appel de la docteure Beaumont, la médiatrice familiale. « Les progrès de Marc sont réels. Souhaitez-vous une rencontre encadrée? En extérieur, près de la Loire, vous déciderez vous-même du rythme. » J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés près du fleuve un jeudi après-midi. Le soleil se reflétait sur l'eau comme des éclats d'argent. Le vent tiède portait une odeur d'herbe sèche. Marc était déjà là, assis sur un banc. En me voyant approcher, il s'est levé. Il avait changé, vraiment changé. Plus mince, le visage moins gonflé, la barbe taillée proprement. Et surtout, ses yeux. Il n'avait plus cette lueur dure, sourde, qui m'avait tant effrayée autrefois. Ils étaient plus clairs, plus calmes. « Bonjour, maman », dit-il doucement. Nous avons marché un moment le long du fleuve. Pas trop près l'un de l'autre, juste assez pour parler sans devoir hausser la voix. Il m'a raconté son travail, ses efforts pour rester sobre, les difficultés, les rechutes minuscules qu'il corrigeait aussitôt, les réunions de groupe, les exercices, les longues conversations avec la thérapeute. Puis il s'est arrêté, il a tourné son visage vers moi. « Je ne te demande pas de tout oublier, ni même de me pardonner pour tout, mais je veux avancer autrement,
avec des limites claires, celles que tu choisiras. Je l'ai regardé longuement, et j'ai dit, d'une voix qui ne tremblait plus, « Je ne redeviendrai jamais la mère qui excuse tout. Je suis devenue la femme qui se respecte d'abord. » Il a hoché la tête, il a compris. Nous avons alors fixé nos règles, calmement. Ne plus vivre ensemble, se voir dans des lieux publics, aucune consommation d'alcool avant nos rencontres. S'il dérape, j'appelle Louise et la gendarmerie immédiatement. Pas de drame, pas de promesses impossibles, juste des balises solides pour un chemin nouveau. Quand nous nous sommes quittés, près de la Loire, je me suis retournée une dernière fois. Marc s'était rassis sur le banc, la tête entre les mains. Pas de désespoir, de soulagement. Et moi, je suis rentrée chez moi avec un pas plus léger qu'en un an. Parce que j'avais enfin compris. Ce n'était pas une réconciliation, ce n'était pas un retour en arrière, c'était une renaissance. Pour lui, pour moi et pour cette maison, qui n'était plus un champ de bataille, mais de nouveau un foyer. Si vous êtes encore là à m'écouter jusqu'au bout, sachez que je vous remercie du fond du cœur. Si mon histoire vous a touché, même un peu, si elle a réveillé quelque chose en vous, un souvenir, une peur, une question, un espoir, parlez-moi dans les commentaires. Dites-moi d'où vous m'écoutez, si vous avez vécu quelque chose de semblable, ou si vous connaissez une femme qui devrait entendre ces mots. Et si cette histoire vous a aidé d'une quelconque manière, même minuscule, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime pour qu'elle puisse atteindre d'autres femmes qui, peut-être en ce moment même, pensent qu'elles n'ont plus de voix. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies, d'autres combats silencieux, d'autres femmes qui ont repris leur vie en main, vous pouvez vous abonner à cette chaîne.